Demain, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Demain, c'est aujourd'hui, des rencontres présentées par Force Jeunesse. Je suis Simon Tellez, président de l'organisation. À Force Jeunesse, on est des bénévoles, on est non partisans, on est des jeunes qui sont engagés et qui veulent s'assurer que notre génération fasse partie des décisions. Parce que si on veut décider à quoi va ressembler demain, il faut agir dès aujourd'hui. Je serais pas prêt à arrêter d'utiliser ma voiture là, seulement pour aider l'environnement. Je trouve que c'est une perte de liberté. Par exemple, comme j'ai mentionné, pour aller au chalet, pour déplacer des charges ou des objets, pour aller à des activités où il n'y a pas nécessairement de réseau de transport en commun. C'est en quelque sorte une perte de qualité de vie. Mes parents ont déménagé dans certains secteurs en fonction du transport en commun, parce qu'on est 4 enfants, on se rend tous à l'école, soit à la marche, soit en transport commun. Avec le système de métro, puis les transports actifs, j'ai vraiment pas eu besoin de me procurer une auto ou de finir mon permis. Moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour aller à Montréal, à partir de là, il y avait un bus. Donc, il fallait prendre l'auto pour se rendre à la station de bus. Donc, si jamais t'as pas d'automobile, c'est quand même difficile d'avoir accès à ce bus-là. S'il y avait des transports en commun où est-ce que je suis, je pense que je les utiliserais peut-être pas tous les jours, peut-être pas tout le temps, parce que je trouve quand même que c'est plus rapide avec la voiture. Je l'utiliserais peut-être là s'il y a des tempêtes, de la neige ou tu sais quand c'est peut-être plus dangereux les routes. Demain, c'est aujourd'hui. Mon nom est Lauriane Derry, je suis vice-présidente aux communications chez Force Jeunesse et aujourd'hui, on vous parle de transport en commun. Les transports collectifs jouent un rôle incontournable dans notre lutte au changement climatique. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à atteindre nos objectifs environnementaux. On en discute aujourd'hui avec des acteurs clés des transports au Québec. Tout d'abord, M. Philippe Schnob, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, la STM. Bonjour, M. Schnob. Bonjour. On accueille également la ministre déléguée au transport, Mme Chantal Rouleau. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Nous, c'est certain que notre série Balado porte sur l'environnement. Donc, selon vous, puis peut-être dans des discussions que vous avez eues avec d'autres transporteurs ailleurs dans le monde, c'est quoi le rôle des transports collectifs dans notre lutte collective au changement climatique? Ben, c'est un rôle essentiel, le transport collectif, quand on pense que le transport en lui-même représente 45% de la production de GES et que le transport routier est très, très, très important dans cette production. Le transport collectif, surtout comme on le voit de plus en plus électrique, parce qu'on mise sur l'électrification des transports, dont le transport collectif, bien sûr. Transport collectif qui permet de réduire l'auto-solo, qui permet une meilleure mobilité pour l'ensemble des citoyens, qui va permettre aussi de désenclaver des secteurs où il y a de grandes populations et de permettre d'avoir un meilleur accès vers les grands centres de savoir ou vers les zones d'emploi ou vers, en fait, là où on veut se diriger. En transport collectif, c'est essentiel pour l'environnement. Ça s'inscrit d'ailleurs dans le plan d'économie verte du gouvernement. C'est beaucoup d'argent d'ailleurs qu'on investit dans ce secteur-là des transports collectifs pour les prochaines années. Juste pour vous donner une idée, là, grossièrement, je dirais que c'est 43 milliards de dollars dans les 10 prochaines années qu'on compte investir, si on calcule l'ensemble des partenaires financiers, dans le transport collectif. Et dans notre plan d'économie verte pour le gouvernement du Québec, ben c'est déjà là 1,3 milliard qui a été inscrit pour l'électrification. Donc, c'est extrêmement important pour l'environnement et pour le bien de notre planète. Je suis tout à fait d'accord. Il est clair qu'on s'est fixé collectivement des cibles pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le transport collectif est un joueur incontournable, un joueur de premier rang pour atteindre ces objectifs-là. On a calculé là, à la STM avec des scientifiques que le transport collectif, sa seule existence aujourd'hui, permet de réduire ou d'économiser ou de ne pas produire 4 milliards de tonnes de GES. C'est énorme. Comment on arrive à ça? Bien évidemment,
On calcule le nombre de personnes dans le réseau qui, s'ils étaient en auto, contribueraient à la pollution. On calcule la congestion parce que, évidemment, s'il y a de la congestion, il y a davantage de pollution. Donc, et on calcule aussi la densification. Parce que, comme vous le savez, s'il y a un transport collectif efficace dans certains secteurs, ben nécessairement, les gens n'ont pas besoin de se servir de leur auto pour aller faire leurs courses. Alors qu'il y a des secteurs dans la région où on peut difficilement se rendre à l'épicerie sans prendre sa voiture. Donc, plus le transport en commun est développé, moins on a besoin d'auto, moins on a besoin donc non pas nécessairement de l'acheter, là, mais on a moins besoin de s'en servir. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça nous donne aujourd'hui, là, tel qu'on le connaît, sans même avoir fait de développement, on réussit à éviter 4 milliards de tonnes de GES. Alors, tous les projets, que ce soit le REM, que ce soit le prolongement de la ligne bleue, que ce soit tous les projets de voies réservées, de SRB, tout ça va contribuer à augmenter l'offre, ce qui va nous permettre d'atteindre davantage de GES évités. Donc, nécessairement, là, c'est la clé parce qu'il faut absolument donner des options aux gens pour qu'ils n'aient pas besoin de prendre leur voiture. Oui, puis c'est super intéressant. On parle du plan pour une économie verte. On le sait justement que les objectifs sont très ambitieux. On parle même de ne plus vendre de voitures à essence à horizon 2035, si je me souviens bien. Mais on sait aussi qu'il y a une partie importante du financement dans les infrastructures de transport collectif qui proviennent des taxes sur l'essence et des taxes sur l'immatriculation. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à assurer ou à pérenniser le financement du système de transport en commun si le souhait, c'est de 1, réduire le nombre de voitures à essence et de 2, de réduire le nombre d'automobilistes sur nos routes? Bien, il faudra compter sur... en fait, en ce moment, il y a un travail qui se fait là, pour développer certaines initiatives là, de financement, mais c'est à long terme que ça va se faire parce qu'effectivement, si on ne mise que sur la taxation, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont payer cette taxe. Alors, est-ce que c'est réellement ce qu'on souhaite de remettre ce fardeau sur nos jeunes qui sont en ce moment les principaux utilisateurs du transport collectif? Alors, il faut vraiment mettre toutes les options sur la table. Il faut être très ouvert à différents types de financement et on aura prochainement des propositions là, qui seront justement rendues publiques en ce sens et on pourra avoir de belles discussions sur le financement, qui est un enjeu. Il va sans dire que c'est important. À l'heure actuelle, on parle d'investissement d'infrastructures. On veut bâtir les infrastructures de transport collectif, mais il va falloir les opérer et faire en sorte que les citoyens soient bien desservis. Mais faut-il reléguer la facture à une portion de la population qui risque d'être les jeunes? Mais outre le financement, pourquoi ça prend autant de temps de mettre sur pied des nouveaux projets de transport collectif au Québec? Je pense notamment, on en parlait plus tôt, mais à la ligne bleue, que ça doit faire au moins 30 ans qu'on en parle. Bien, c'est pour cette raison, d'ailleurs, que une loi, la loi sur l'accélération de certains projets d'infrastructure a été votée en décembre 2020 pour accélérer, sur le modèle de ce qu'on a connu là, dernièrement, de pouvoir accélérer des travaux d'infrastructure, notamment au niveau des transports collectifs et, par exemple, de pouvoir faire accélérer les travaux de la ligne bleue, des travaux qui sont pendants depuis 40 ans. Alors, c'est un petit peu trop long, ça, 40 ans, pour la réalisation de travaux de transport collectif. On a quelques exemples comme ça là, qui font partie de cette loi et qui pourront s'inscrire dans une façon de faire pour accélérer les travaux. Puis du côté de la STM, est-ce qu'il y a une façon aussi de faire pour des fois, quand j'imagine vous avez des nouveaux projets au niveau de l'acceptabilité sociale, est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte dès le début du processus pour mener à bien vos projets? Ah oui, tout à fait. Nos grands projets d'infrastructure, on cherche la certification LEED, par exemple. Et un des facteurs de la certification LEED, c'est justement l'acceptabilité sociale, c'est les relations avec les partenaires, avec les citoyens, avec les parties prenantes. Donc, c'est très important pour nous. Vous savez, de façon très, très, très concrète, là, quand on fait un projet à la STM, là, en général, c'est des gros projets, ça dure longtemps et ça dérange beaucoup pendant qu'on les fait. Alors, il faut toujours regarder
On parlait de la ligne bleue, là, quand on va commencer à la creuser, la ligne bleue, ça va créer certaines perturbations. Vous voyez peut-être le SRB P9 qui est en construction. C'est un autre projet qu'on a attendu longtemps, mais qui est en train de se faire. Mais ça crée des perturbations pendant les travaux. Et des travaux, là, on en a à la STM, là, pas juste du développement, du maintien d'infrastructures, de la rénovation de stations. Alors, on en a pour des milliards de dollars au cours des prochaines années. Et quand on fait des travaux, on sait que on dérange pour longtemps. Alors, c'est très, très, très important pour nous d'informer les voisins, d'informer les gens, de s'assurer que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Et donc, c'est une priorité pour nous là, de ce côté-là, évidemment. Quand on parle de grands projets, comme par exemple le réseau express métropolitain, comment vous collaborez avec un projet majeur comme ça qui a lieu évidemment sur l'île de Montréal puis qui va s'interconnecter à des stations de métro, justement? Est-ce qu'il y a une collaboration de tous les jours entre vous et l'équipe du REM? Peut-être qu'à certains égards, on aurait intérêt à mieux se coordonner en amont, mais maintenant là, que les annonces sont faites, on travaille ensemble. Vous savez que dans le cadre de la ligne bleue, par exemple, il y aurait une interstation au niveau de la station Lacordaire. Donc, il faut qu'on travaille ensemble parce que là, on est en train, nous, de planifier une ligne, puis ils arrivent avec la leur. Alors, il faut certainement qu'on se parle pour être certain que les lignes vont pouvoir se croiser. Même chose dans les stations qui sont dans la première portion. Là, à Édouard-Montpetit, par exemple, il a fallu se coordonner. On a rendu la station accessible pour que les gens qui viendront du REM puissent prendre l'ascenseur aussi. Donc, l'accessibilité universelle qui n'était pas prévue à Édouard-Montpetit au départ. Ou même chose à McGill, donc les stations d'interconnexion avec le REM qui, lui, sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Bon, on a ajusté notre planification pour que ces stations-là deviennent accessibles également. Donc, effectivement, faut se parler pour qu'on puisse faire ça dans le meilleur intérêt des clients. Il y a nécessairement, si vous permettez, une coordination qui est nécessaire entre les différents partenaires, les différents joueurs qui ont une responsabilité de projet, mais des projets qui sont interconnectés, justement. Et c'est ça la beauté de notre système. On a le métro qu'on connaît, on a ce nouveau mode de transport avec le train électrique métropolitain, le réseau express métropolitain souterrain et aérien qui vient s'interconnecter au réseau. Et imaginez qu'avec ce réseau structurant, là, le métro et le train électrique, avec ce qu'on a à l'heure actuelle, là, qui est annoncé, c'est 150 kilomètres de réseau qu'on aura pour la région métropolitaine. Et à terme, dans quelques années, on verra un réseau de plus de 300 kilomètres. Puis on l'appelle réseau structurant parce que c'est un mode lourd, c'est un métro souterrain ou de surface ou aérien qui crée une espèce de squelette là, dans la région métropolitaine auquel viennent se greffer d'autres systèmes de transport pour que les gens, partout dans la grande région de Montréal, puissent avoir accès à un mode de transport rapide, efficace, écologique, confortable pour se déplacer soit vers les zones d'emploi, soit vers les zones d'éducation, soit vers du loisir, de la culture ou peu importe le type de déplacement qui sera requis. Alors, c'est la coordination de tout ça, la planification globale de tout ça, elle est donc importante. Et c'est important ce que Mme Rouleau dit, parce que quand on regarde le plan final, quand on regarde la carte que ça va donner quand on aura réalisé tout ça, ces grands projets structurants, qu'on y ajoute ceux existants ou les SRB ou les voies réservées là, très, 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 très achalandées, très occupées, ça nous donne un réseau extraordinaire. Parfois, on regarde les cartes des réseaux à travers le monde, on dit, ben, le réseau à telle ville est beaucoup plus grand que le nôtre, puis on dit, ben non, ils ont simplement mis sur leur carte leurs lignes de bus les plus achalandées, des tramways, ils ont mis l'ensemble de l'offre qui peut venir de compagnies différentes aussi. Il y a des villes là, où on passe d'une ligne de métro à l'autre et on s'en rend pas compte comme client, mais on vient passer d'une compagnie à l'autre, puis c'est pour ça qu'il y a une autorité régionale comme la RTM dans ces endroits-là qui gère l'ensemble des revenus pour les partager par la suite. Mais c'est essentiel aussi de regarder, comme on dit en anglais, de big picture, parce que c'est là où c'est impressionnant, là, tout le travail qui est en train de se faire. Ah, c'est clair. Puis, dans le fond, il y a la cohabitation des réseaux de transport, ce que vous venez de décrire, mais il y a aussi la cohabitation avec des modes de transport actifs comme les Bixi, par exemple, ou même les trottinettes qu'on a vues l'année dernière à Montréal. J'imagine que ça aussi, ça demande de la coordination avec ces façons de se déplacer là qui sont plus actives.
Oui, ben moi, mon rêve, c'était de créer une plateforme, et c'est toujours mon rêve, puis j'espère qu'on va y arriver, où tous ces joueurs-là sont présents. Une plateforme de mobilité intégrée où le client, avec sa carte Opus ou avec son téléphone, peut passer de Bixi au métro, à l'autobus, au REM, au train, sans avoir à se poser la question de savoir comment je fais pour m'acheter un billet. Alors, j'inclus là-dedans le covoiturage, j'inclus là-dedans l'autopartage, des choses qui sont essentielles pour que les gens puissent se déplacer de façon fluide en passant d'un mode à l'autre, comme si tout était intégré, puis qu'ils n'aient pas à se poser de questions, à savoir comment je fais pour m'abonner à Bixi, comment je paye Bixi. Si tout pouvait se faire avec la même carte, ça simplifierait beaucoup la mobilité durable. Oui, d'ailleurs, la RTM a travaillé très fort sur justement la tarification, là, puis assainir cette tarification où on avait plus de 700 titres. On est rendu à une centaine de titres où il y aura une intermodalité possible maintenant avec cette carte-là. Puis, au passage, Philippe parlait de fluidité. Je me permettrai un clin d'œil. Dans la fluidité, il y a aussi les navettes fluviales. Alors, je me permets ce petit clin d'œil parce que ça demeure quelque chose d'assez intéressant comme mode de transport aussi. On parle évidemment beaucoup de la région de Montréal, mais si on se retourne un peu plus vers nos régions, est-ce que vous pensez qu'on en fait assez, selon vous, pour desservir nos régions et qu'est-ce qui pourrait être fait? Bien, les régions, à l'heure actuelle, en fait, il y a les régions rurales où il y a un peu moins de densité. Il y a quand même un besoin de transport collectif. Ce contre quoi on se bat, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de congestion. On a des habitudes bien ancrées. On prend sa voiture pour aller au travail, pour aller à l'épicerie, pour aller faire ce qu'on a à faire. Et on se pose pas de questions. Alors, ce qu'il faut, c'est un peu, disons, venir brasser la baraque là, à ce niveau-là. Les municipalités ont certaines demandes, ce qui est excellent. Actuellement, le gouvernement a des programmes là, pour financer les frais d'exploitation jusqu'aux 2/3 des frais d'exploitation, par exemple. Il y a un grand travail de collaboration qui se fait avec les municipalités. Vous savez, dans le cadre de la COVID, des impacts que ça a eu, il a fallu que le gouvernement littéralement se batte contre cette volonté de certaines sociétés de réduire jusqu'à zéro l'offre de services de transport interurbain, par exemple. Alors, il y a un travail à faire. Bon, les services sont maintenus, ça c'est la bonne nouvelle. Dans la vision du gouvernement du Québec, on veut desservir l'ensemble du Québec. Bien sûr, les grands centres urbains ont un poids là, assez important et tout le réseau interurbain est extrêmement important aussi. Et comment peut-on, dans des plus petites localités rurales, aller desservir la population pour qu'ils n'aient pas à utiliser leur voiture? Alors, il y a des questions auxquelles on ne répond pas encore aujourd'hui parce qu'il y a toute cette réflexion-là qui se fait, puis on va avoir besoin des nouveaux penseurs, là, des jeunes là, qui s'en viennent, là, qui vont venir intégrer toute cette industrie du transport collectif. Puis quand je dis industrie, c'est que c'est gigantesque et il y a de la place, il y a beaucoup de place. Venez, on a besoin de vous, venez donner vos idées pour l'amélioration de la mobilité durable pour l'ensemble du Québec. Écoutez, je pense qu'on va être à l'appel parce que c'est clairement un enjeu qui nous touche beaucoup, les jeunes. Et d'ailleurs, peut-être, M. Schnob, c'est quoi les défis des sociétés de transport dans les milieux moins densément peuplés? Est-ce que le modèle de la STM pourrait être un jour implanté dans d'autres villes au Québec? Bien, il y a 9 grandes sociétés de transport au Québec. Il y a des sociétés qui sont, par rapport à la STM, plus petites, mais qui sont quand même d'une grande importance. Je pense au réseau de transport de la capitale, à Québec. La société de transport de l'Outaouais également, qui est assez importante. Donc, et là, je risque d'en oublier, Longueuil-Laval, évidemment,
près de chez nous. Alors, tout le monde s'adapte selon sa population. Est-ce que le bon mode au bon endroit? Ben, évidemment, dans certaines régions rurales, on ne penserait pas de construire un métro ou d'avoir des lignes de bus aux 5 minutes, là. Mais il faut trouver la bonne manière, le bon véhicule. Est-ce qu'on a besoin de bus de 20 mètres ou de partout? Non, on peut peut-être faire ça avec des minibus électriques, tiens, pourquoi pas? Alors, il faut évaluer ça. Ça peut se faire peut-être par covoiturage également, là. La technologie permet maintenant beaucoup plus facilement d'unir des gens en fonction de leurs besoins, de leur destination. Alors, c'est à ça qu'il faut s'attaquer maintenant pour voir comment, dans des milieux moins densément peuplés, on est capable, avec les bons modes, d'avoir un service qui va répondre aux besoins d'une certaine proportion de la population. Même dans certains secteurs de l'île, on a du taxi collectif. Dans l'est de l'île, dans l'ouest de l'île. Donc, c'est des circuits qui, dans certains cas, sont réguliers. Dans d'autres cas, il faut téléphoner. Mais on offre déjà, même à Montréal, de l'offre beaucoup plus réduite pour des secteurs où ça n'aurait pas de bon sens de faire passer un gros autobus à Senneville, par exemple, dans l'ouest de l'île. C'est un taxi collectif qui offre du service, puis s'adapte aux besoins. Aux heures d'ouverture et de fermeture, il y a une usine à Senneville. Aux heures d'achalandage, on est plus présent. Puis certainement que la présence du REM dans ce coin-là, dans quelques années, va avoir un grand impact aussi sur la mobilité. Et là, j'ai envie qu'on parle d'un autre sujet là, qui est très important chez nous, chez Force Jeunesse. Nous, on milite beaucoup pour qu'une place soit faite aux jeunes de 18 à 35 ans dans les sphères décisionnelles. Quelle place faites-vous aux jeunes dans vos institutions respectives ou même dans vos processus décisionnels quand ça vient le temps de développer un nouveau projet, par exemple? Monsieur Schnopp, je serais curieuse de vous entendre. Ben nous, depuis au moins une dizaine d'années, il y a, c'est prévu dans la loi, il y a une personne de moins de 35 ans au conseil d'administration. Alors, pour l'instant, elle s'appelle Claudia Lacroix-Perron. C'est elle qui avait été nommée au moment où il y avait eu un changement législatif et tant mieux pour elle. Elle n'a toujours pas 35 ans, alors elle siège toujours au conseil. On en est très, très, très heureux. Elle a une grande expertise. Claudia est comptable. Donc, en plus de sa jeunesse, évidemment, elle nous apporte une expertise très pointue, très spécifique et très utile au conseil d'administration. Alors, il n'y a pas de doute à la STM que c'est un grand atout d'avoir cette personne-là au conseil. Et même si la loi ne nous l'imposait pas, je pense que ce serait une bonne idée de le faire quand même. Parce que, comme vous le savez, les jeunes forment une très grande proportion de notre clientèle. Donc, c'est important de rester branché sur les jeunes pour savoir dans quelle direction on doit aller. Donc, oui, c'est un grand atout dans notre planification. Et pour vous, Madame la ministre, est-ce qu'il y a une place donnée aux jeunes, au gouvernement ou dans les processus de consultation, par exemple? Bien, faut penser que ceux qui utilisent le plus le transport collectif à l'heure actuelle, ce sont les jeunes et les femmes. Et ce, pour des raisons économiques. Les hommes plus âgés prennent leur voiture à l'heure actuelle. Alors, ce vers quoi on doit aller, c'est ces jeunes qui vieilliront continuent à prendre le transport collectif, que ce soit toujours aussi pertinent, que ce soit toujours aussi confortable, agréable, rapide, efficace, de prendre le transport collectif lorsque ces jeunes qui ont aujourd'hui 18 ou 25 ou 30 ans, lorsqu'ils auront 60 et 65 ans, soient encore intéressés à le prendre, ce transport collectif, là, que ça fasse partie de leurs habitudes. Il faut donc que les jeunes considèrent qu'ils ont leur place, qu'ils ont leur mot à dire. Il y a des forums pour le faire. Est-ce que vous le savez, en termes de transport collectif aujourd'hui, ce que les jeunes veulent? Est-ce que vous avez déjà une bonne idée de c'est quoi leur vision ou vous êtes en début de processus à aller à la découverte de la vision des jeunes? Bien, la vision des jeunes, j'ai été jeune moi aussi, je l'ai pris aussi, le transport collectif, là. Et c'est une amélioration qu'on veut du transport collectif. On veut que ce soit facile, accessible. On veut que ce soit écologique. Alors, bon, on électrifie le transport, d'une part. On veut plus d'autobus ou plus de modes de transport comme le train ou prolongement du métro. Je pense que ce qu'on veut et ce que les jeunes veulent,
c'est que ce soit plus accessible, que ce soit plus confortable, que ça ne prenne pas 1h30 partir d'un coin de la ville pour se rendre à l'université, parce que des jeunes vont abandonner en cours de route. C'est trop long. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Alors, ce qu'il faut, c'est raccourcir ces trajets-là sur le territoire par une meilleure offre de transport collectif. Je pense que les jeunes ont des attentes très grandes, puis je pense qu'on a une responsabilité de faire en sorte que quand ils seront plus vieux, ils seront contents de voir qu'on a pris les bonnes décisions. Ils ont des attentes aussi en termes technologiques. Quand on a terminé au mois de décembre l'implantation du réseau cellulaire dans le métro, je pense que ça a été une grande révolution pas simplement pour les jeunes, mais en partie, de savoir que maintenant on peut communiquer, on peut rester branché dans tout son déplacement dans le réseau du métro de Montréal, qui est un des rares réseaux de métro là, avec une aussi bonne connexion Internet d'un bout à l'autre du réseau. Les jeunes voudraient qu'on soit plus avancé aussi dans tous nos outils de paiement, qu'on travaille avec ça, la RTM est là-dedans aussi, pouvoir payer avec son téléphone, pouvoir avoir son compte, pouvoir payer a posteriori. Donc, tous ces éléments-là sur lesquels on travaille, c'est des grandes revendications. Là. C'est plutôt les jeunes là, qui nous disent comment ça se fait que je peux m'acheter un café dans une grande chaîne avec mon téléphone, mais que je peux pas prendre le métro avec mon téléphone. Alors, on travaille là-dessus parce qu'il faut répondre à ces préoccupations-là de manière très, très, très pointue. Mais notre responsabilité, elle est aussi beaucoup là, de développer le réseau, de le rendre fiable. Oui, confortable, évidemment, mais fiable, parce que ça, c'est une autre responsabilité qu'on a. Notre métro, malheureusement, il y a 55 ans, il est moins jeune qu'il l'était, donc il faut l'entretenir. Et ça fait partie des responsabilités qu'on a. Alors oui, on veut développer, on veut augmenter le service, mais il faut aussi investir beaucoup. Puis on a beaucoup l'aide du gouvernement là-dedans, je pense que c'est important de le dire, là, pour financer tous les travaux qu'on a à faire, parce que la première chose que les gens nous demandent aussi, c'est que notre réseau soit fiable. Pour être fiable, il faut investir beaucoup d'argent parce que notre métro commence à se faire vieux un peu, compte tenu là, du fait qu'on l'ait construit dans les années 60. Puis d'ailleurs, quand vous consultez les jeunes, est-ce qu'à la STM, il y a des activités particulières que vous faites ou des forums particuliers que vous mettez en place justement pour les consulter et savoir que, oui, ils veulent le Wi-Fi dans le métro partout, qu'on soit à Côte-Vertu ou qu'on soit à l'UQAM? Est-ce qu'il y a ce genre d'activité-là que vous organisez? Oui, on a un forum de consultation. Les gens s'abonnent et on a, je pense, 50 000, sinon plus, abonnés dans ce forum-là. Donc, on lance des consultations régulièrement qui nous permet d'avoir des idées très, très, très précises là, sur les attentes de nos clients. Puis, comme le bassin est tellement grand, tous les secteurs sociodémographiques sont représentés. Donc, si on veut aller tester spécifiquement l'opinion des jeunes sur un sujet donné, on envoie le questionnaire uniquement à des gens qui répondent à ce profil sociodémographique-là. Donc, c'est très, très, très utile, cet outil-là, qui nous a permis notamment, je vous donne un exemple de choses qu'on nous demandait depuis des années avec raison. C'était pourquoi on est obligé d'aller faire la file au studio photo chaque année pour reprendre sa photo pour sa carte opus étudiante. Alors maintenant, avec les registraires des universités, de la plupart des grandes universités de Montréal, c'est le registraire qui fournit la photo qu'il y a sur votre carte d'étudiant. Et donc, on n'a pas besoin de se déplacer pour venir se faire photographier. Ça a l'air de rien, là, mais juste mettre ça en place, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets pilotes et de tests. Mais maintenant, ça fonctionne et ça fait en sorte que la file d'attente au début des sessions au studio photo est beaucoup moins longue. Donc, c'est des choses qui nous avaient été soulevées par ces forums-là, là, où les jeunes nous posaient la question pourquoi on peut pas faire ça. Et on a décidé d'intervenir pour rendre ça possible. Donc, ça fait partie de ces choses-là là, qui sont très concrètes, mais qui visent à prendre le pouls des jeunes pour que le service soit à la hauteur de leurs attentes. Si vous aviez carte blanche et toutes les ressources nécessaires et inimaginables pour réaliser un projet de transport collectif au Québec, ce serait quoi votre plus grand rêve? Qu'on puisse réaliser tous nos projets avec une baguette magique. J'aimerais ça l'avoir, la baguette magique aussi, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Là. Je suis pas en poste depuis très longtemps, mais entre le moment où je suis arrivé en poste il y a 7 ans, puis aujourd'hui, c'est 2 mondes. C'est un monde où on est en train de proposer des grands projets de développement, le REM, la ligne bleue, on fait le SRB P9, des projets qui, on le disait tout à l'heure, se font attendre depuis longtemps. Là, ça se fait plus attendre. Le SRB P9 est en construction. Faut être patient, ça s'en vient. La ligne bleue, on est bien parti. Donc, c'est des projets. Le REM, on en parle beaucoup et
Si on prend l'autoroute des Cantons de l'Est, on voit que ça grandit, ça devient de plus en plus concret et réel. Donc, la situation a évolué considérablement au cours des dernières années. Donc, on est bien parti. Il ne faut pas s'arrêter là parce que les besoins sont là, puis les attentes sont grandes. Donc, on est au bon moment pour voir ça évoluer. Bien, merci beaucoup pour cette discussion qui a été très, très enrichissante. Je découvre un monde qui est vaste, qui est complexe, mais surtout qui est essentiel à la vitalité de l'ensemble du Québec et pour la santé de notre planète. Il y a certainement de grands défis à surmonter pour arriver à atteindre l'ensemble de nos objectifs, mais je crois qu'il faut justement se permettre de rêver, sans toutefois évidemment perdre de vue l'importance de passer à l'action. Donc là-dessus, je vous dis un grand merci. Mais parfait. Merci beaucoup. Merci. Nos invités étaient M. Philippe Schnob, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal et président du conseil d'administration de l'Association du transport urbain du Québec. Et également Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, ainsi que députée de Pointe-aux-Trembles. Animation, Lauriane Derry. Réalisation, Geneviève Tremblay. Conception sonore, Francis Thibault. Et production, Coyote Audio. Ce balado est présenté par Force Jeunesse et a été rendu possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins de l'administration et des services publics. Nous tenons également à remercier Trivium Avocats Notaires Conseil, notre partenaire collaborateur.